Et si je vous disais que la frontière entre le bien et le mal est bien plus ténue qu'on ne l'imagine, et que la personne la plus ordinaire, la plus sympathique, votre voisin, votre collègue, est capable d'actes effroyables si les conditions s'y prêtent, aujourd'hui nous allons plonger dans les expériences sociales les plus terrifiantes et révélatrices de l'histoire. Nous analyserons 20 études qui ont forcé les scientifiques et le monde entier à remettre en question tout ce que nous pensions savoir sur la nature humaine. Vous découvrirez pourquoi nous obéissons aux ordres, même les plus inhumains, pourquoi nous passons notre chemin lorsque quelqu'un a besoin d'aide, et avec quelle facilité un groupe de gens bien peut se transformer en une foule de monstres. Préparez-vous, après cette vidéo, vous ne regarderez plus les autres, ni vous-même, de la même manière. Mais avant de commencer, définissons ce qu'est une expérience sociale. Ce n'est pas un simple jeu, c'est une tentative pour les scientifiques de comprendre dans des conditions contrôlées comment la société, le groupe et la situation elle-même influencent nos comportements, nos pensées et nos émotions. Beaucoup des expériences dont nous allons parler ont été menées au milieu du XXe siècle, à une époque où les normes éthiques dans la science étaient, disons, beaucoup plus souples. Ce sont d'ailleurs leurs résultats choquants qui ont largement mené à la création des règles modernes interdisant de placer des sujets dans de telles conditions. Ces histoires ne sont pas de simples contes horrifiques, mais des leçons cruciales qui ont coûté à certains leur santé psychologique et parfois même physique. Abordons d'abord le plus célèbre et sans doute le plus terrifiant, l'expérience de Stanley Milgram sur la soumission à l'autorité. Imaginez que vous êtes un participant. On vous explique que cette étude porte sur l'effet de la douleur sur la mémoire. Dans la pièce d'à côté se trouve l'élève, et votre rôle est de lui poser des questions. Pour chaque mauvaise réponse, vous devez appuyer sur un bouton qui lui inflige une décharge électrique, et à chaque erreur, le voltage augmente. L'homme en blouse blanche, le scientifique, cet expert incontestable, vous ordonne calmement de continuer. Même lorsque l'élève commence à hurler de douleur, à supplier qu'on arrête, avant de se taire complètement. Selon vous, combien de personnes iraient jusqu'à la décharge maximale, mortelle, de 450 volts? Les psychologues avaient fait leurs prédictions, pas plus d'1%, seulement les véritables sadiques. Mais la réalité s'est avérée bien plus effrayante. 65% de gens ordinaires, des gens comme vous et moi, ont continué d'appuyer sur ce bouton jusqu'à la fin, simplement parce que l'homme en blouse leur en avait donné l'ordre. Cet essai a démontré qu'il n'est pas nécessaire d'être un monstre pour commettre des actes atroces. Il suffit juste d'un ordre, donné par quelqu'un que nous considérons comme une autorité légitime. Poursuivons notre plongée dans les abysses de la psyché humaine avec l'expérience de la prison de Stanford menée par Philippe Zimbardo. 24 étudiants volontaires, en parfaite santé psychologique, ont été assignés aléatoirement au rôle de prisonniers et de gardiens dans une prison improvisée installée dans le sous-sol de l'université. L'expérience, initialement prévue pour durer 2 semaines, a dû être interrompue après seulement 6 jours. Pourquoi? La raison, les gardiens ont rapidement développé des tendances sadiques. Ils humiliaient les détenus, leur imposaient des exercices absurdes, les privant de sommeil et de nourriture. Quant aux prisonniers, ils sont devenus passifs et abattus. Certains ont même subi des dépressions nerveuses. De simples étudiants, armés d'une once d'autorité et d'un uniforme, se sont transformés en tyrans, tandis que leurs camarades devenaient des victimes brisées. Cette expérience est devenue l'illustration la plus frappante de la manière dont les rôles sociaux et le contexte peuvent profondément modifier notre comportement, nous faisant oublier nos propres principes moraux. Le pouvoir corrompt, et comme cet épisode l'a démontré, il ne lui faut pas beaucoup de temps pour agir. Mais qu'en est-il du pouvoir de la foule? L'expérience de conformisme de Solomon Asch est la meilleure illustration de ce phénomène. Imaginez un problème simple. On vous montre une ligne de référence et juste à côté, 3 autres lignes de longueur différentes. Votre tâche est de désigner laquelle des 3 correspond à la ligne témoin. La réponse est évidente, sauf que vous êtes assis dans une pièce avec d'autres participants qui sont en réalité des acteurs complices. Et là, l'un après l'autre, ils donnent tous avec la plus grande assurance la mauvaise réponse. Quand vient votre tour, que faites-vous?
Direz-vous la vérité au risque de paraître ridicule et d'aller à l'encontre du groupe, ou mentirez-vous pour simplement ne pas vous démarquer? L'expérience a révélé que 75% des participants se sont soumis au moins une fois à l'avis de la majorité, fournissant une réponse manifestement fausse. Cette étude a mis au jour notre peur profonde d'être le mouton noir. Nous sommes prêts à nier l'évidence, simplement pour éviter d'entrer en conflit avec le groupe. C'est ce qui explique pourquoi les gens se taisent face à l'injustice et pourquoi des nations entières peuvent suivre des idées totalement insensées. Pourquoi les gens passent-ils à côté de quelqu'un qui a besoin d'aide? Ce phénomène, appelé l'effet témoin ou effet spectateur, a été mis en lumière suite à l'histoire tragique de Kitty Genovese. Elle fut assassinée sous le regard de dizaines de ses voisins sans que personne ne prenne la peine d'appeler la police. Les psychologues Darley et Latané ont voulu reproduire cette situation en laboratoire. Ils ont invité des étudiants à participer à une discussion de groupe sur des problèmes personnels en utilisant un système d'intercom. Soudain, un des faux participants simulait une crise d'épilepsie, commençant à s'étouffer et à appeler à l'aide. Si l'étudiant testé pensait être le seul à entendre la scène, il se précipitait pour venir en aide dans 85% des cas. Mais s'il savait que d'autres personnes écoutaient également, ce taux chutait de manière spectaculaire, tombant à seulement 31%. Il est apparu que plus il y a de témoins à une urgence, moins il est probable qu'une personne intervienne. Chacun se dit que quelqu'un d'autre le fera. C'est ce que les psychologues nomment la diffusion de la responsabilité. Nous ne sommes pas naturellement cruels, mais notre inaction lorsque nous sommes en groupe peut avoir des conséquences fatales. Savez-vous à quel point il est facile de dresser les gens les uns contre les autres? L'expérience de la grotte aux voleurs, menée par le psychologue Muzaffer Sherif, a révélé une réponse d'une simplicité effrayante. Sherif a sélectionné un groupe de garçons de 11 ans tout à fait ordinaires. Il les a divisés en deux équipes distinctes qu'il a installées dans un camp de vacances. Au départ, les deux groupes ignoraient totalement leur existence mutuelle, mais dès que Sherif a organisé une série de compétitions, avec des prix à la clé pour les vainqueurs, une véritable guerre a éclaté. Les garçons sont devenus ouvertement hostiles. Ils ont commencé à brûler les drapeaux de l'équipe adverse, à s'insulter violemment et à organiser des bagarres. La haine est née littéralement de rien, simplement du fait d'une distinction entre nous et eux, alimentée par une compétition artificielle pour des ressources. Cette expérience a démontré la facilité avec laquelle les conflits intergroupes, le racisme et le nationalisme peuvent prendre racine. Tout ce qu'il faut, c'est ériger des frontières arbitraires et lancer « Ils ne sont pas comme nous, et ils veulent prendre ce qui nous appartient ». En revanche, pour les réconcilier, les chercheurs ont dû créer un problème commun, une difficulté que les garçons n'avaient d'autre choix que de résoudre ensemble. Les mots ont le pouvoir de blesser et même de détruire. C'est ce qu'a démontré, avec une clarté terrifiante, le Expérience Monstre, l'une des études les plus immorales de l'histoire. En 1939, des scientifiques de l'université de l'Iowa ont divisé 22 enfants orphelins en deux groupes. À un premier groupe, composé d'enfants ayant une élocution normale, ils ont constamment répété que leur manière de parler était horrible, qu'ils bégayaient, et les ont critiqués pour la moindre erreur. Par contre, l'autre groupe, constitué d'enfants présentant de réels troubles de la parole, a reçu un soutien total et des éloges constantes. Les résultats ont été catastrophiques. Les enfants du premier groupe, soumis à cette critique incessante, sont devenus réservés et ont développé un manque cruel d'assurance. Pire encore, chez certains d'entre eux, de véritables troubles de la parole se sont développés et ces séquelles les ont marqués à vie. Cette expérience a démontré brutalement à quel point le renforcement négatif et l'attribution d'étiquettes peuvent briser la psyché d'un enfant. Le terme de expérience monstre a été donné à l'étude par les chercheurs eux-mêmes, horrifiés par les conséquences de leurs actions. Le fascisme peut-il prendre racine au sein d'une simple salle de classe américaine? En 1967, Ron Jones, professeur d'histoire, a décidé d'illustrer la réponse par une expérience concrète menée avec ses élèves. Afin d'expliquer comment le peuple allemand avait pu soutenir le régime nazi,
Il a créé dans sa classe un mouvement appelé la troisième vague. Il a instauré une discipline de fer, un uniforme commun, un salut spécifique et des slogans percutants comme « la force par la discipline ». À son grand effroi, l'expérience a rapidement échappé à tout contrôle. Les élèves ont adopté les nouvelles règles avec un enthousiasme déconcertant. Ils se sentaient soudainement faire partie de quelque chose de plus grand, d'une véritable élite. Ils se sont mis à dénoncer ceux qui ne respectaient pas les consignes et à faire preuve d'agressivité envers les dissidents des autres classes. Le mouvement prenait de l'ampleur à une vitesse incroyable. Au 5e jour, Ron Jones, effrayé par l'ampleur du phénomène, fut contraint de révéler toute l'opération et d'expliquer qu'il ne s'agissait que d'une simple leçon. Cette expérience a démontré à quel point il est facile pour les individus de renoncer à la pensée critique et à la liberté en échange d'un sentiment d'appartenance et d'ordre. Elle a souligné la mince frontière qui sépare la simple discipline du totalitarisme. L'agressivité est-elle innée ou s'acquiert-elle? Albert Bandura a répondu à cette question grâce à la poupée gonflable qu'il a appelée Bobo. Lors de son expérience, il a montré à des enfants une vidéo où un adulte se comportait de manière agressive envers cette poupée. Il la frappait, lui donnait des coups de pied, la jetait et lui criait des insultes. Après le visionnage, les enfants étaient ensuite conduits dans une pièce où, parmi d'autres jouets, se trouvait cette fameuse poupée Bobo. Le résultat fut sans appel. Les enfants qui avaient été exposés à ce comportement agressif le copiaient avec une précision déconcertante. Ils ne faisaient pas que jouer, ils manifestaient exactement la même forme d'agressivité que l'adulte dans la vidéo. Tandis que les enfants ayant visionné une vidéo de jeu calme se comportaient de manière tout à fait paisible. Cette expérience a prouvé la théorie de l'apprentissage social. Nous apprenons l'agression en observant les autres. Cela a obligé la société à reconsidérer l'impact de la télévision, des films et du comportement parental sur les enfants. Les monstres ne naissent pas, ils sont créés par l'éducation, parfois sans même que l'on s'en rende compte. Dès quel âge les enfants intègrent-ils les préjugés raciaux? L'expérience des poupées, menée dans les années 40 par les psychologues Kenneth et Mamie Clark, a fourni une réponse absolument déchirante. Ils présentaient à des enfants afro-américains 2 poupées identiques en tout point, sauf leur couleur de peau. L'une était blanche, l'autre était foncée. On demandait ensuite aux enfants de désigner quelle poupée était gentille, méchante, belle ou laide. La majorité des enfants, y compris ceux d'origine africaine, attribuaient toutes les qualités positives à la poupée blanche et l'ensemble des traits négatifs à la poupée foncée. Mais la réponse la plus tragique est arrivée avec la question « Quelle poupée te ressemble le plus ?» Avec une détresse visible, les enfants désignaient alors la poupée foncée. Ce test a démontré de manière frappante à quel point le racisme systémique pénètre la conscience des enfants, les poussant jusqu'à la haine de soi. Les résultats de cette étude ont d'ailleurs été utilisés devant la Cour suprême des États-Unis comme preuve irréfutable des méfaits de la ségrégation scolaire. Sommes-nous capables de reconnaître le génie s'il se présente à nous sans l'entourage habituel? Le Washington Post a mené une élégante expérience sociale pour le découvrir. À l'heure de pointe, dans le hall d'une station de métro de Washington, un musicien de rude apparence banale s'est installé pour jouer du violon. En l'espace de 45 minutes, plus d'1 millier de personnes sont passées devant lui. Seulement 7 personnes se sont arrêtées pour écouter et une seule l'a reconnu. Or, ce musicien était Joshua Bell, l'un des plus grands violonistes de notre époque, qui jouait sur un Stradivarius d'une valeur de 3,5 millions de dollars. Pour cette performance, dont les billets en salle de concert coûtent des centaines de dollars, il n'a gagné que 32 petits dollars. Cette expérience a prouvé à quel point notre perception est intrinsèquement liée au contexte. Nous n'apprécions ni la beauté ni le talent pour eux-mêmes. Il nous faut des affiches, des salles prestigieuses et l'atmosphère adéquate pour réaliser que nous sommes en présence de quelque chose de grand. Dans la frénésie de nos vies quotidiennes, nous sommes aveugles et sourds à la beauté. Imaginez-vous dans une pièce en train de remplir un questionnaire. Soudain, de la fumée commence à s'échapper par le dessous de la porte. Que faites-vous? Bien sûr, vous donnez l'alerte. Mais que se passe-t-il si vous êtes dans la même pièce avec 2 autres personnes qui voient aussi la fumée, mais qui n'y réagissent absolument pas,
et continue d'écrire. L'expérience dite de « la pièce remplie de fumée » a démontré que dans cette situation, il est fort probable que vous ne fassiez rien non plus. Les participants laissés seuls ont signalé la fumée dans 75% des cas, mais en présence des complices passifs, ce taux chutait à seulement 10%. Les gens toussaient, se frottaient les yeux, mais en observant leurs voisins imperturbables, ils en concluaient que tout allait bien. C'est une autre manifestation du conformisme et de l'ignorance pluraliste. Face à une situation ambiguë, nous cherchons le signal chez les autres pour déterminer la marche à suivre. Si personne n'agit, nous restons immobiles nous aussi. Même face à un danger manifeste, comment réagissons-nous quand on comprend qu'on n'a aucun contrôle sur notre destin? C'est le psychologue Martin Seligman qui a révélé le phénomène de l'impuissance apprise à travers des expériences jugées assez cruelles menées sur des chiens. Il les plaçait dans des cages où ils recevaient des chocs électriques. Un premier groupe de chiens pouvait appuyer sur un levier pour stopper la douleur. L'autre groupe n'avait pas cette option. Le choc électrique s'arrêtait de manière aléatoire. Ensuite, les deux groupes ont été placés dans une nouvelle cage, séparés par une cloison basse facile à franchir pour échapper à la décharge. Les chiens du premier groupe ont vite compris la manœuvre et se sont sauvés. Par contre, les chiens du second groupe, habitués à ce que leurs actions soient inutiles, se contentaient de s'allonger sur le sol et de gémir, sans même chercher à éviter la douleur. Ils avaient appris l'impuissance. Malheureusement, ce mécanisme fonctionne aussi chez les humains. Lorsqu'une personne reste longtemps dans une situation qu'elle ne peut pas contrôler, elle cesse d'essayer de changer quoi que ce soit, même quand l'occasion se présente. C'est la base de nombreux états dépressifs. Notre mémoire est loin d'être aussi fiable qu'on le croit. Un seul mot suffit pour la modifier facilement. La psychologue Elisabeth Loftus l'a prouvé dans une expérience classique. Elle a montré aux participants la vidéo d'un accident de voiture, puis leur a posé des questions. À un premier groupe, elle a demandé « À quelle vitesse roulaient les voitures lorsqu'elles se sont violemment encastrées l'une dans l'autre ?» L'autre groupe a reçu la même question, mais le verbe « encastrer » a été remplacé par « légèrement touché ». Les participants qui avaient entendu le verbe plus fort « encastrer » ont systématiquement estimé la vitesse des véhicules beaucoup plus élevée. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Une semaine plus tard, on leur a posé une autre question, s'ils se souvenaient d'avoir vu du verre brisé dans la vidéo. Ceux qui avaient été soumis au terme « encastré » étaient beaucoup plus nombreux à répondre « oui », alors qu'il n'y avait en réalité aucun débris de verre sur l'enregistrement original. Cet essai a démontré que nos souvenirs ne sont pas des enregistrements factuels et exacts des événements passés. Ils peuvent être déformés, voire entièrement fabriqués, sous l'influence d'informations fournies ultérieurement. Ceci a des implications considérables, notamment en ce qui concerne la pratique judiciaire et la fiabilité des témoignages oculaires. Seriez-vous prêt à aider un étranger dans le besoin? La majorité d'entre nous répondrait oui. Pourtant, l'expérience dite du bon samaritain a révélé que nos bonnes intentions se heurtent souvent à la dure réalité et plus précisément à l'urgence du quotidien. Des chercheurs ont demandé à des étudiants en théologie de préparer une conférence sur la parabole du bon samaritain, celui qui avait aidé un voyageur agressé. Ils devaient ensuite se rendre dans un autre bâtiment pour donner leur exposé. On a dit à un groupe qu'ils étaient en retard, tandis que l'autre groupe avait, lui, largement le temps. En chemin, ils croisaient un acteur qui simulait la maladie, gémissant et toussant bruyamment. Alors, qui s'est arrêté pour aider? Parmi ceux qui n'étaient pas pressés, 63% ont offert leur aide. Mais, pour ceux qui étaient en retard, ce chiffre est tombé à seulement 10%. Certains ont même littéralement enjambé la personne gisant au sol pour se rendre à la salle où ils allaient parler de l'importance d'aider son prochain. La conclusion, notre moralité et notre capacité à faire preuve d'empathie dépendent énormément de la situation. Lorsque nous sommes pressés, nos valeurs passent souvent au second plan. Abordons maintenant une véritable horreur, celle qui fut cautionnée par l'État. Le projet Aversion n'était pas un simple exercice, mais bien un programme de torture médicale mis en œuvre au sein de l'armée sud-africaine durant les années 70 et 80. Des psychiatres militaires
sous la houlette du docteur Aubrey Levin, ont cherché à guérir les soldats homosexuels de leur orientation. Pour ce faire, ils employaient des méthodes brutales de thérapie d'aversion. Les soldats étaient attachés à une chaise, on leur montrait des photos d'hommes nus, tout en leur administrant de puissantes décharges électriques. Ils recevaient également des médicaments provoquant des nausées intenses. L'objectif était de créer un réflexe conditionné, associer les stimuli homosexuels à la douleur et au dégoût. Ceux qu'ils ne parvenaient pas à reconvertir subissaient une castration chimique, voire une opération chirurgicale de réassignation sexuelle forcée. Ce programme inhumain, qui a concerné près de 900 personnes, demeure l'un des exemples les plus sombres de la manière dont la pseudoscience et les préjugés peuvent être instrumentalisés pour justifier la cruauté et la violation des droits humains. Jusqu'où nos préjugés influencent-ils nos actions quotidiennes, même les plus insignifiantes? Stanley Milgram, connu pour sa célèbre expérience de choc électrique, a également exploré cette question. Dans le cadre de son « Expérience de la lettre perdue », il a dispersé des centaines d'enveloppes dans la ville, toutes adressées et affranchies. Certaines enveloppes visaient des destinataires neutres, comme un particulier ou un cabinet de recherche. D'autres, en revanche, étaient destinées à des organisations ayant une orientation politique ou idéologique très marquée, par exemple les Amis du Parti communiste ou les Amis du Parti nazi. La question était de savoir quel passant ferait preuve d'altruisme en ramassant et en postant ces lettres. Les résultats, sans surprise, se sont avérés prévisibles. Près de 70% des personnes ayant trouvé les lettres aux destinataires neutres les ont renvoyées. En revanche, les enveloppes adressées aux communistes ou aux nazis n'atteignaient leur destinataire que dans 25% des cas seulement. Ce test simple a démontré que notre volonté d'aider un étranger dépend directement de la perception que nous en avons. Le considérons-nous comme l'un des nôtres ou comme un étranger? Est-il possible de recréer en une seule journée dans une salle de classe un modèle de société basé sur la discrimination? C'est exactement ce que l'institutrice Jane Elliott a fait en 1968, au lendemain de l'assassinat de Martin Luther King. Pour expliquer à ses élèves de troisième année ce qu'était le racisme, elle a eu recours à une méthode radicale. Elle les a séparés en fonction de la couleur de leurs yeux. Le premier jour, elle a décrété que les enfants aux yeux bleus étaient supérieurs, plus intelligents, et méritaient donc plus de privilèges. Quant à ceux aux yeux marrons, ils devaient porter des colliers spécifiques et subissaient humiliation et mépris. En quelques heures à peine, les enfants jusque-là amicaux se sont transformés en rivaux. Les élèves aux yeux bleus sont devenus arrogants et cruels, tandis que leurs camarades aux yeux marrons se montraient effacés et perdaient toute confiance en eux. Leurs résultats scolaires ont chuté de façon spectaculaire. Le lendemain, Elliott a inversé les règles. C'était au tour des yeux marrons d'être déclarés supérieurs. La situation s'est alors répétée de manière parfaitement symétrique. Cette leçon, puissante et hautement émotionnelle, a démontré aux enfants à quel point toute forme de discrimination est irrationnelle et destructrice. Cet événement est depuis entré dans l'histoire sous le nom de l'exercice yeux bleus, yeux marrons. Le simple fait d'être observé modifie notre comportement. C'est ce que l'on appelle le effet Hawthorne. Ce phénomène a été découvert presque par hasard dans les années 20 lors d'études menées dans les usines de Western Electric. Les scientifiques cherchaient à déterminer comment les conditions de travail, par exemple l'éclairage, influençaient la productivité des travailleurs. Ils ont augmenté la luminosité, la productivité a grimpé. Ensuite, ils ont commencé à la diminuer, s'attendant à ce qu'elle chute. Mais elle a encore augmenté. Elle progressait presque quelle que soit la modification apportée. Les chercheurs ont finalement conclu que l'élément clé n'était pas la lumière, mais l'attention qu'on portait aux ouvriers. Les gens travaillaient mieux simplement parce qu'ils savaient qu'ils étaient observés et qu'ils prenaient part à quelque chose d'important. À première vue, c'est un effet positif.
mais sa face sombre révèle à quel point nous sommes facilement manipulables. Une simple marque d'attention peut nous pousser à travailler plus dur, sans pour autant que nos conditions de travail aient réellement été améliorées. C'est d'ailleurs le fondement de nombreuses méthodes de contrôle en entreprise. Quelle était la véritable force destructrice de la solitude et du désespoir? Les expériences menées par Harry Harlow sur des singes dans les années 50 ont apporté une réponse brutale et sans appel. Son objectif était d'étudier la nature de l'amour et de l'attachement. Dans l'une de ses expériences les plus sinistres, surnommée le puits du désespoir, il a isolé de jeunes macaques rhésus de tout contact social pendant une période allant jusqu'à 1 an. Il les plaçait dans de minuscules chambres d'acier où ils n'avaient accès qu'à la nourriture et à l'eau. Les conséquences furent terrifiantes. Lorsque ces singes étaient relâchés, ils étaient psychologiquement brisés. Ils restaient recroquevillés dans un coin, se balançant de manière répétitive, évitaient tout contact avec leurs congénères, étaient incapables de s'accoupler et manifestaient soit une agressivité extrême, soit une apathie totale. Harlow a ainsi démontré que le lien social et l'amour sont des besoins vitaux fondamentaux et que leur privation entraîne des traumatismes psychologiques irréversibles. Bien que ces travaux aient été révolutionnaires, les méthodes employées sont considérées comme monstrueusement contraires à l'éthique selon les normes actuelles. Et pour finir, une histoire qui dépasse largement le cadre de l'expérimentation pour devenir un exemple d'horrible supercherie et de racisme au sein de la science, l'étude de Tuskegee sur la syphilis. En 1932, le service de santé publique des États-Unis a lancé une étude impliquant 600 Afro-Américains en Alabama. 399 d'entre eux étaient atteints de la syphilis. On leur a fait croire qu'ils étaient soignés pour du mauvais sang, un terme générique, mais en réalité, ils ne recevaient aucun traitement. Les scientifiques se contentaient d'observer comment la maladie détruisait leur corps. Même lorsque la pénicilline, un remède efficace contre la syphilis, est devenue disponible dans les années 40, elle n'a pas été administrée aux participants. Pire, les chercheurs ont activement empêché ces hommes de recevoir des soins ailleurs. Ce cauchemar a duré 40 ans. Pendant cette période, des dizaines d'hommes sont morts de la syphilis, leurs épouses ont été contaminées et leurs enfants sont nés avec la maladie congénitale. Cette étude reste un terrible rappel de ce dont les êtres humains sont capables lorsqu'ils considèrent un autre groupe comme inférieur, allant jusqu'à les priver de leurs droits humains fondamentaux au nom de la science. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Ces 20 récits ne sont pas qu'un simple recueil de faits horribles. Non, c'est un miroir dans lequel on a peur de se contempler. Ces histoires nous montrent que le mal n'est pas une abstraction réservée aux seuls psychopathes ou dictateurs. Le mal est banal. Il prend racine dans notre désir de conformité, dans la peur d'affronter le système, dans la soumission aveugle à l'autorité et enfin dans l'indifférence. Les pires atrocités de l'histoire n'ont pas été perpétrées parce que tous les gens étaient mauvais, mais parce que les gens bien ont choisi le silence ou qu'ils ont simplement obéi aux ordres. Merci d'avoir suivi cette vidéo exigeante jusqu'à la fin. Si ces réflexions vous ont interpellé, laissez-nous un j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines explorations de l'âme humaine. Votre soutien nous est vraiment précieux. Et voici la question essentielle. Selon vous, auriez-vous poussé l'expérience de Milgram jusqu'à son terme? Ou auriez-vous été capable de défier la majorité lors du test Dash? Répondez-nous sincèrement en commentaire. Vos points de vue nous sont très précieux.